Tanama, un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, nous y évoquons l'âme, l'esprit, la transformation, le changement, à travers des sujets au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel, du médical. Tout cela afin de provoquer le changement, la transformation avec positivité, en vous apportant informations, conseils, solutions en gants, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. C'est une émission tout public qui vous est proposée par l'association Amalgame Humanis, une association caritative, originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés, et de lutte contre les discriminations et les violences, notamment LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Elle porte deux lignes d'écoute, la ligne Voix arc-en-ciel à destination des populations LGBT et la ligne Prévention Suicide dont nous allons parler ce soir. Dans cette page spéciale, nous parlerons d'un sujet qui nous concerne tous, certains plus que d'autres, mais qui est devenu aujourd'hui et depuis presque 20 ans une problématique sociétale majeure au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre, journée internationale de la prévention du suicide. Il y a quelques jours en Guadeloupe, un homme de 75 ans se défenestre. Un autre, senior également, arrive aux urgences avec une hémorragie interne après avoir bu de l'alcali la veille. Ce sont des actes violents posés contre soi-même, mais est-ce vraiment ou uniquement cela, un acte violent posé contre soi-même ? Donc ce 10 septembre 2021 est la 19e édition de la Journée internationale pour la prévention du suicide lancée par l'Association internationale pour la prévention du suicide. Au niveau mondial, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes, une tentative toutes les 30 secondes. Ce mal fait de nombreuses victimes qui décèdent et encore davantage de victimes collatérales qui leur survivent, c'est-à-dire des personnes touchées indirectement par le suicide d'un enfant, d'un mari, d'une épouse, d'un frère, d'une sœur, d'un ami. La Guadeloupe n'est pas épargnée par ce phénomène et nous en parlons ce soir avec M. Patrick Racon. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Patrick Racon, vous êtes docteur donc, en psychologie clinique et formateur en prévention suicide. Oui, tout à fait. Donc les chiffres, nous allons montrer quelques chiffres donc, des taux de suicide en France. Donc on voit qu'en France, on a une prévalence de 14,1 pour 100 000 habitants. Donc une estimation de 9 000 cas, principalement donc... on a des suicides par pendaison, arme à feu ou utilisation de médicaments. Et a priori, vous allez pouvoir commenter les chiffres, la classe d'âge la plus touchée sont les 40-54 ans dans l'Hexagone. Et les hommes. Donc ça, c'est quand même un fait important à relever, en sachant que le suicide est aussi un phénomène quand même social qui touche principalement les zones urbanisées et on va dire ce qu'on appelle la société, c'est un phénomène de société justement. L'ORSAC donc, nous a fourni quelques chiffres. En 2020, près de 99 000 passages aux urgences ont été enregistrés par le réseau Oscours, qui est donc l'organisation de la surveillance coordonnée des urgences, parmi lesquels 276 passages concernaient un geste suicidaire. Entre 2008 et 2017, 126 séjours hospitaliers pour tentative de suicide ont été enregistrés en moyenne chaque année en Guadeloupe chez des personnes résidant dans la région. Sur la période 2014-2016, 70 décès par suicide ont été répertoriés en Guadeloupe, soit environ 23 en moyenne par an. Donc la part des décès par suicide représente 0,7% de l'ensemble des décès, toutes causes confondues en Guadeloupe. La répartition des décès par suicide pour la classe d'âge concernerait a priori les 55-64 ans jusqu'en 2016, entre 2014 et 2016. Et enfin, on aurait donc l'évolution du taux de mortalité par suicide standardisé par âge. Entre 2002 et 2016, on voit quand même qu'il y a une légère décroissance, on va dire. Donc ça, ce sont les chiffres officiels des études qui ont été menées par l'ORSAC. On remercie d'ailleurs de nous avoir transmis ce petit dossier. Alors, Monsieur Racon, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ?
Oui, c'est vrai que le suicide concerne toute la population, hein, c'est-à-dire en fin de compte, les chiffres nous montrent que les populations les plus concernées sont les 40-50 ans, mais ainsi le suicide concerne aussi la personne âgée. Et je crois aussi les adolescents aussi ont subi un lourd tribut par rapport un petit peu à cette problématique-là. Alors, c'est vrai que les études se sont arrêtées en 2014-2016, mais c'est vrai que concernant un petit peu les études, l'enquête en santé mentale qui a été réalisée en 2014 avec l'OMS, effectivement, nous avons quand même, sur le risque suicidaire en Guadeloupe, nous avons quand même 9% qui concernent les adolescents et les jeunes adultes. Ça veut dire des personnes qui sont vulnérables et qui pourraient passer à l'acte. Donc cette population-là, effectivement, c'est une population qui est très, très, très importante et on peut savoir aussi, on peut noter que le suicide concerne la deuxième cause de mortalité après des accidents de la route. Donc c'est vraiment, comme vous disiez, un problème qui est très, très, très important et qui a concerné la population depuis très tôt, puisque depuis très tôt, on observe des suicides en Guadeloupe. Par contre, le fait qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques pour la représentation, pour savoir un petit peu quels sont les chiffres, ce qui fait que justement les structures à mettre en place pour leur prise en charge devient un peu compliqué et difficile. Donc vous me disiez hors antenne que finalement c'était la problématique. Bon, peut-être que c'est aussi un phénomène culturel, hein, je pense qu'on a beaucoup de mal aussi à appréhender la question psychologique, enfin tout ce qui peut toucher à l'âme ou à l'esprit. Chez nous, on va soigner le corps, mais on a du mal à soigner l'esprit. Est-ce que, donc vous disiez que le manque d'études, en fait, ne nous permettait pas donc d'avoir une vraie prise en charge et que finalement, les maux les plus soignés, les maladies les plus soignées étaient donc l'hypertension, le diabète et l'obésité. Oui, tout à fait. Ce que je crois qui est très important aujourd'hui, et c'est vrai que nous n'allons pas attendre les chiffres pour pouvoir porter des réponses à ce fléau qui me semble toucher, comme je disais, l'adolescence et quand même la jeunesse, c'est quand même population de la société, hein, donc on ne va pas attendre les chiffres, mais je crois que fortement, il faut vraiment qu'on s'y penche sérieusement sur une véritable étude, hein, de ces études-là pour avoir des chiffres, pour avoir une représentation de cette situation, ce qui permettra par la suite de pouvoir engager un peu des structures qui permettent de soigner. Alors, actuellement, c'est vrai que cette population-là est prise en charge parmi les tout-venants, dans les centres médico-psychologiques, chez le médecin traitant qui est quand même un maillon clé de cette situation-là. Mais il n'y a pas de structure spécialisée comme on peut le retrouver, comme le centre Abadi à Bordeaux et dans d'autres structures, des centres qui s'occupent vraiment de cette problématique-là. Donc la journée mondiale du suicide, je pense que c'est une journée assez importante et qui permettrait de faire le point sur cette situation-là et de sensibiliser les gens et de pouvoir dire que finalement, il faut soigner le corps, mais il faut soigner aussi toute la partie psychique. Hein, et c'est vrai que sur notre département, il y a quand même des structures qui permettent d'accéder à ces soins. Alors, tout à l'heure aussi, vous parliez de la population, les populations les plus touchées, et notamment les hommes. C'est vrai que le suicide, effectivement, on dirait rapidement que c'est une affaire d'hommes, et la tendance de suicide, c'est une affaire de femmes. On compte à peu près, sur le plan national, 11 000 suicides, décès par suicide, et 160 000 tentatives de suicide. Donc, on voit bien que la tentative de suicide va concerner 10 fois plus que le suicide chez les hommes. Alors pourquoi les hommes se suicident davantage que les femmes? Peut-être probablement plusieurs raisons. La première raison, c'est que finalement, les moyens utilisés sont les moyens les plus létaux, c'est-à-dire les moyens qui conduisent à la mort. Donc on va les pendaisons, les larmes à feu, alors que peut-être que dans la population féminine, on a quand même un geste suicidaire qui est fait beaucoup sur le plan avec les médicaments, et d'autre part peut-être une sensibilisation davantage, un désir de se faire accompagner, d'aller vers les CMP, faire des prises en charge, faire des psychothérapies, qui peut-être chez les hommes est beaucoup moins spontanée. Je dirais ça un peu comme ça. Je pense que ces deux raisons-là sont des raisons quand même. Est-ce que, peut-être on va y revenir tout à l'heure, mais la question peut-être de la vulnérabilité aussi, parce que est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi un moment de vulnérabilité, on passe à l'acte. Mais avant d'aller un peu plus au fond
des choses. Allons contre les idées reçues. On va faire un petit quiz, donc un petit quiz que vous proposez justement dans la formation pour la prévention suicide. Donc vous allez répondre par vrai ou faux, pour faire plus simple. Donc avant de passer à l'acte, les personnes suicidaires ne montrent aucun signe de leur intention à leur entourage. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux parce que finalement, il n'y a pas véritablement de signaux qui permettent de dire que c'est un signal pour le suicide. Hein. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsque nous rencontrons les familles des personnes qui ont fait un acte accompli, le suicide, ou qui fait une tentative de suicide, on se rend compte dans la discussion, dans l'entretien, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire qu'il y avait des signaux, mais qui n'ont pas été vus au moment. Par exemple, toute modification du comportement, tout désintérêt à des activités qu'on aimait beaucoup, des excès de colère, une baisse de l'élan vital, des intérêts pour le sport, des choses comme ça. Ce sont des signaux qui ne sont pas des signaux qui disent qu'il y a un passage suicidaire qui va se faire, mais c'est quand même des signaux de vulnérabilité, comme vous disiez. Et ça, ces signaux-là, je pense qu'ils sont repérables, puisque dans l'après-cours, lorsque nous entamons ce qu'on peut appeler l'autopsie psychologique, on essaie un petit peu, lors des témoignages avec la famille, de refaire le parcours un peu de cette personne qui a posé un acte douloureux. On se rend compte très bien que les familles nous ramènent beaucoup de signaux, beaucoup d'éléments, que ce soit des signaux sur le plan verbal, des signaux émotionnels au niveau de la pensée. On a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de dire que finalement, il y a des signaux. Et en fin de compte, face à ces signaux-là, effectivement, on rencontre quand même une culpabilité très importante de la famille, à savoir qu'est-ce qu'on a fait, on n'a pas pu repérer les choses et tout ça, on a raté quelque chose. Et ça, le soutien famille, on va en parler plus tard, est quand même quelque chose de très, très, très important. Alors, deuxième question, le suicide résulterait d'un choix? Alors non. Non, puisque finalement, si on parle de vulnérabilité, si on parle de souffrance psychique, pour moi, ce serait l'absence d'un choix. C'est-à-dire, en fin de compte, et là, c'est très important de comprendre que justement, c'est aller dans une réflexion qui pourrait dire que c'est un acte, c'est un choix, ou ça voudrait dire aussi que quelque part, implicitement, on pourrait penser que c'est un choix, on accepte ce choix-là et on ne fait rien. Alors que justement, ce n'est pas un choix. Je pense que c'est une souffrance psychologique, c'est une vulnérabilité à plusieurs. Oui, c'est un geste suicidaire qui vient des fois nous dire, poser une demande détournée d'aide, un soutien d'étayage et tout ça. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de choix, mais plutôt rester dans la dynamique d'une souffrance psychologique qu'on ne peut pas dépasser et qui fait qu'à certains moments, on pose un geste suicidaire et celui qui est en face doit l'entendre et porter une réponse qui soit adaptée par rapport à ce geste suicidaire. Alors, pour se suicider, il faut être courageux? Non, parce que on est dans des jugements de valeur, être courageux ou être fort. C'est vrai que les éléments que les gens nous apportent. À l'encontre de l'instinct de survie. Oui, c'est vrai que les éléments que les gens nous apportent, effectivement, ils nous disent moi je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas monter sur le toit, je ne pourrais pas faire ça et tout ça. Mais dans la tête de la personne qui pose un acte suicidaire, dans le déroulement sur le plan psychique, le geste suicidaire reste la seule porte, le petit trou de lumière qu'on peut voir face à une souffrance insupportable. Bon, finalement, c'est vraiment une souffrance insupportable et intenable. Suicidaire un jour, suicidaire toujours? Non, puisque sinon on est dans quelque chose en rapport avec l'hérédité. Et même si chez l'adolescent, on a pu repérer une espèce d'impulsivité qui serait avec une dimension héréditaire, ce qui différencie un peu le suicide de l'adolescent et celui de l'adulte, cette impulsivité. Mais on ne peut pas dire que si on fait le suicide, si on pose un acte de suicidaire aujourd'hui, que pendant toute notre vie, on sera dans cette dynamique-là. Alors on a devancé la question, le suicide est héréditaire? Non. Pas du tout. Non. Pas du Pourtant, tout. Même s'il y a des éléments, quand même. Il y a des éléments. De plus en plus, les neurosciences nous amènent des éléments pour aller vers cette thèse qui aurait une forme d'hérédité dans ce passage suicidaire. D'hérédité, alors est-ce que c'est
j'allais dire, est-ce que l'hérédité se situe dans l'acte ou peut-être dans une certaine vulnérabilité ou un oui, état dans la dépressif, vulnérabilité. Quand on a vu un parent aussi passer à l'acte. Oui. Dans la vulnérabilité, je pense que dans la vulnérabilité, c'est pas forcément dans le regard ou dans la représentation ou dans le fait de voir qu'un parent a posé un acte suicidaire, ce ne serait pas dans ça, mais ça serait plutôt dans notre constitution génétique, dans notre constitution, notre personnalité, qui aurait des traces qui permettraient de penser à cette part de l'hérédité dans la question du suicide. Alors, les personnes suicidaires répondent à un besoin de mourir? Pas forcément. Pas forcément, parce que la clinique de la psychologie et puis à l'écoute des adolescents suicidaires, en particulier les adolescents, ce qu'on retient du discours, c'est que j'ai envie de mourir. Mais quand ils nous disent j'ai envie de mourir, on peut entendre aussi que j'ai envie que cette souffrance s'arrête. Puisque ça veut dire que assez souvent, une main tendue, une main étayante, une main bienveillante peut faire justement ce que ce discours puisse disparaître et que l'adolescent puisse reprendre goût un petit peu à la vie. Donc je veux dire par là qu'on peut pas aller dans cette thèse-là, on ne peut pas confirmer cette thèse-là, on est plutôt dans quelque chose qui permette à l'adolescent de dire je souffre, aidez-moi. On est plutôt dans une dynamique comme ça. Les personnes suicidaires souffrent d'une maladie mentale? Oui et non. Oui et non, oui et non. Alors ça va nous permettre de répondre quand même. On passe tout de suite à la question suivante, comme ça on fait le petit pont. Parmi les facteurs primaires de la crise suicidaire figurent les troubles psychiatriques. Quelle différence entre les deux, la maladie mentale et les troubles psychiatriques? Alors, pour répondre à la deuxième question, il n'y a pas de différence entre la maladie mentale et les troubles psychiatriques. Les troubles psychiatriques composent la maladie mentale. Et la maladie mentale, à plusieurs niveaux, on peut avoir tout ce qui est dépression, tout ce qui concerne les psychoses, tout ce qui concerne la schizophrénie, enfin, tous ces troubles, la bipolarité, tous ces troubles psychiques rentrent dans la composante de la maladie mentale. Alors, concernant le suicide, c'est vrai qu'on peut avoir des personnes suicidaires qui souffrent de ces pathologies, ce qui sera un facteur additionnel et qui sera quand même un renforcement de la vulnérabilité de la personne. Voilà. Ça. Mais aussi, on trouve aussi des personnes qui ne souffrent pas de maladie mentale et qui passent à l'acte, et notamment les adolescents, dans leur bouleversement psychique, dans leur recherche de repères et tout ça, peut passer à l'acte sans pour cela avoir une maladie mentale. Parce que l'adolescence, c'est une période quand même extrêmement fragilisante. Oui, fragilisante, difficile, où ce qu'on appelle, où peut se construire ce qu'on appelle les psychopathologies light, c'est-à-dire des psychopathologies qui sont là, prêts à être éclore, mais qui ne sont pas, parce qu'en fin de compte, on n'est pas dans une dynamique, une organisation psychotique. Alors, pour revenir un petit peu à la maladie mentale, même si cette difficulté n'est pas, on ne peut pas considérer le suicide comme une maladie mentale, mais plutôt comme une crise qui allie l'aspect psychologique, l'aspect psychique et l'aspect social. On peut quand même retrouver assez quotidiennement la dépression au centre de la pathologie suicidaire. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un des facteurs prédictifs de la question du suicide, la dépression. Souvent, et aussi une pathologie qui est très répandue en Guadeloupe. Très répandue en Guadeloupe, puisque les études nous disent 10%, donc c'est quand même une pathologie qui est assez répandue. Et beaucoup chez les femmes. Bon. Selon les chiffres, en tout cas, beaucoup chez les femmes. Alors, petit lexique rapidement. Idée suicidaire, crise suicidaire, tentative de suicide, suicide. Alors, le suicide, en fin de compte, c'est un acte. Donc, suicide, ça vient du latin sui, qui veut dire soi, et kaideo, qui veut dire tuer. Donc, en fin de compte, c'est se tuer soi-même, en fin de compte, si on prend l'idéal. Donc, c'est un suicide accompli. Donc, la traduction de suicide, c'est quand même quelqu'un qui pose un geste suicidaire, mais qui ne conduit pas à la mort. Donc, ça, c'est très important. La crise suicidaire, c'est une espèce de désorganisation sur le plan psychique, et qui va entraîner
qui va entraîner beaucoup de dégâts, puisque bon, elle va conduire la personne au geste suicidaire, elle va conduire la personne des fois à ce geste ultime qui est le suicide. Et dans ce déséquilibre, il y a quand même une particularité qui est une forte vulnérabilité narcissique du sujet, qui fait que finalement, estime de soi décousue, vulnérabilité narcissique, estime de soi en baisse, très baisse, et tout ça, toutes ces composantes vont faire que la crise sera... Donc ce n'est pas non plus un état permanent, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment de sa vie, être avoir cette blessure narcissique aussi dans un parcours de vie, on perd son travail, j'en sais rien, où on se retrouve socialement peut-être démuni, vulnérable, et qu'on peut... voilà, c'est-à-dire, on parle de toute la question psychique, etc., mais ça peut arriver à n'importe qui, à vrai dire. Oui, le suicide concerne tout le monde et toutes les générations, même si les études disent qu'on est chez les personnes de la quarantaine, la cinquantaine, mais en fin de compte, le suicide va considérer tout le monde dans le sens que je pense que le suicide, c'est en fin de compte... c'est le fait que c'est l'absence de l'autre, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire l'absence d'un autre qui est ayant, bienveillant et qui peut nous permettre de retrouver un équilibre. La preuve, lorsqu'on regarde un petit peu dans les éléments explicatifs de compréhension chez l'adolescent suicidant chez nous, on va voir au centre de cette problématique la perte d'une figure maternelle forte, qui est la grand-mère maternelle. Et effectivement, on sait bien comment le lien est très fort entre la fille, l'adolescente, le garçon et la grand-mère maternelle. Donc, alors, le contexte sanitaire actuel, est-ce qu'on observe, parce qu'on ne peut pas avoir des chiffres exacts actuellement, mais est-ce qu'on observe en tout cas une augmentation des cas de suicide actuellement? Tout à fait, puisque on se rend bien en compte que la crise sanitaire est aussi une crise psychique. C'est-à-dire, en fin de compte, on est exposé depuis très longtemps à une expérience traumatique, et cette expérience traumatique qui dure sans visibilité crée beaucoup de désordres psychologiques. On le sait très bien que les traumatismes, les expériences traumatiques, traumatogènes qui durent vont entraîner des désordres psychologiques très importants. Donc on sait très bien, on rencontre ça dans notre clinique de tous les jours, beaucoup de problématiques de suicide. Et un élément qui est très important, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous disiez au départ que le suicide, c'est une affaire d'hommes et la tendance du suicide, une affaire de femmes. Mais on se rend compte que maintenant, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire, en fin de compte, on va se retrouver devant des suicides en population féminine qui utilisent des moyens comme la pendaison, alors qu'avant, c'était très distinct, c'était... les médicaments prioritairement pour la population féminine, mais maintenant on est dans un mélange des deux, et la crise va continuer à entraîner des troubles, toute la dépression, des pathologies narcissiques autour du suicide. Donc je pense que la crise va continuer un petit peu à développer ce type de pathologie, et voilà. Alors avant de boucler donc l'émission, nous allons rappeler. Donc, monsieur raconte, donc vous travaillez donc, pour la prévention, vous formez en cas des professionnels pour la prévention suicide. Amalgame Humaniste a ouvert une ligne d'écoute pour la prévention suicide. Vous pouvez appeler ce numéro, chercher et trouver conseil. Donc c'est 06 90 59 87 17. Comment ça marche la prévention suicide? En quelques mots, ce sont les mots de la fin, comment ça marche et comment est-ce qu'on peut chez soi, puisqu'on n'est pas professionnel, peut-être être plus attentif aux signes? Quels signes en fait faut-il regarder, peut-être rechercher dans le quotidien peut-être? Ouais. Alors, la prévention du suicide, en fin de compte, va concerner les deux actes, c'est-à-dire en fin de compte avec un point commun, c'est comment on peut aider les professionnels ou la famille à être plus aidants. En fin de compte, on sera un petit peu de cette dynamique-là. Alors, concernant les professionnels de santé, donc effectivement, tous les professionnels de santé qui travaillent avec des adolescents ou des jeunes adultes
Donc il y a une formation qui permet de repérer un peu les signes avant-coureurs, repérer la fragilité et de pouvoir faire aussi de la sensibilisation autour de cette problématique-là, puisqu'on n'en a pas touché d'un mot, mais c'est quand même une problématique qui reste encore avec un manteau de tabou et qui fait que assez souvent le risque est posé et le geste aussi est posé, et on aurait pu faire quelque chose si l'aspect tabou... Alors concernant la famille, c'est vrai que la famille, je pense qu'il faut vraiment essayer de repérer les changements brusques de comportement, ça c'est très important, les replis un petit peu par rapport à des activités, les replis par rapport à ce qu'on peut proposer, surtout à nos adolescents, et aussi tout acte d'isolement et de baisse d'élan vital. Je pense que... Mais l'élément central, c'est la modification du comportement. Quelqu'un qui était un peu avec beaucoup de vie et tout ça, et qui subitement se met à avoir des comportements de repli et à ne pas pouvoir s'intéresser à quelque chose qui s'intéressait beaucoup. Et ça, je pense que un des éléments, c'est ça. Le deuxième élément qui est très important, je pense que la famille se culpabilise, ce qui, à mon avis, naturel, c'est important, puisqu'on a quand même une perte ou un geste suicidaire. Mais ce qui est très important, c'est que nous, en tant que professionnels, mais en tant qu'aussi les membres de la famille, qu'on puisse accueillir ces personnes-là dans ce geste fort, et qui est un geste qui est presque... Le suicide de l'adolescence, c'est presque un scandale, quoi. Et nous, on peut plus supporter ça. Il faut vraiment qu'on organise. Alors, la prévention aussi, c'est aussi de pouvoir avoir des chiffres, c'est de pouvoir ramener le problème à sa juste valeur, et essayer parallèlement à ça de pouvoir avoir des structures plus spécialisées qui vont prendre en charge nos adolescents, mais aussi les jeunes adultes, puisque même s'il y a des suicides dans la population des personnes âgées, ça reste quand même, à mon avis, quelque chose de discret, et puisque bon, les familles continuent à faire corps avec la personne âgée et à travailler sur la solitude. Donc, merci Monsieur Racon. Beaucoup à vous. Donc, les mots de la fin, on dira simplement d'abord qu'effectivement nos personnes âgées sont entourées, mais visiblement les jeunes sont beaucoup moins. Nous sommes quand même actuellement dans une société où nous sommes beaucoup centrés sur nous-mêmes avec nos petits écrans, et peut-être qu'il faut qu'on soit beaucoup plus attentifs, surtout en ce moment, les uns aux autres, les unes aux autres, et nous lançons un appel quand même aux institutions qu'on puisse financer des études au long cours, en fait, longitudinales, en profondeur, sur le phénomène du suicide en Guadeloupe. Et puis surtout, n'ayez pas peur de tendre la main et d'accepter peut-être que l'autre va mal, que nous soyons vulnérables, surtout en ces temps difficiles. Donc on remercie l'Orsag pour les chiffres, Monsieur Racon d'être venu aujourd'hui pour nous parler du suicide. On va rappeler aussi le numéro pour la prévention suicide. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site d'Amalgame Humaniste, donc amalgamehumaniste.org sur Internet. Vous avez donc l'émission et toutes les informations, vous aurez aussi les chiffres de l'Orsag. Donc on remercie tous nos partenaires, Amalgame Humaniste, la ligne Prévention Suicide, la ligne Voix Arc-en-Ciel, l'Escale et Canal 10 qui nous accueillent en fait dans ces locaux, et l'Orsag pour l'émission aujourd'hui. Voilà, on rend l'antenne pour cette page spéciale et on se retrouve bientôt pour un autre Tanama sur Canal 10. Bonne soirée.